Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien membre du gouvernement régional, mais aujourd'hui député régional et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Et comme vous avez été ministre de l'économie, j'aimerais vous demander, pour vous, la symbolique de la visite du président allemand et du roi dans une inauguration, énième inauguration de l'usine Audi. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a vraiment un attachement entre VW et Audi d'un côté et la région bruxelloise de l'autre? En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la région bruxelloise et le fait qu'on ait pu pérenniser l'emploi ici sur le site de Forêt pour les années futures, puisque, vous le savez, on va accueillir la production de la Q6 et donc la voiture électrique du groupe. Ça va être aussi une vitrine du groupe Audi à l'international. C'est vraiment une très très bonne chose pour Bruxelles. Et ça démontre que lorsque l'ensemble des entités dans ce pays, et ça avait déjà été le cas au moment de la transformation de VW en Audi, le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux travaillent ensemble dans la bonne direction, eh bien on peut obtenir des très bons résultats. Parce que ça concerne Audi, mais ça concerne aussi des milliers d'emplois pour les sous-traitants d'Audi. Donc par rapport à Bruxelles et à l'emploi à Bruxelles, c'est extrêmement important. Et d'autre part, je pense que c'est vraiment positif pour l'image de Bruxelles, puisqu'on va avoir la production d'un véhicule propre ici à Bruxelles, et qu'on devrait peut-être exploiter ce qui va se passer sur le site de Forêt pour essayer d'attirer d'autres activités propres au niveau économique dans cette région et créer peut-être un cluster d'activités propres ici à Bruxelles. Je pense que c'est un créneau à développer. En matière de voitures propres, il faudrait peut-être alors conseiller à tous les bourgmestres et à tous les membres du gouvernement d'avoir une Audi propre alors? Bien entendu. Il y en a quelques-uns qui en ont. Je sais que vous n'en avez pas. Je n'ai pas d'Audi, mais par contre, j'ai fait choix d'une voiture hybride. Ouais. Donc je suis un des précurseurs dans ce domaine-là. Voilà. Et j'espère que lorsque la Q6 sera produite ici à Bruxelles, plusieurs s'en procureront pour en effet montrer l'exemple. Alors, en matière de commerce à Bruxelles, il y a beaucoup d'actualités. Il y a d'abord celle qui concerne le haut de la ville, où le haut de la ville était reconnu comme zone touristique, donc ils vont bientôt pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. Est-ce que ça, c'est une manière de relancer l'activité commerciale des centres et des animations commerciales, d'après vous? C'est une bonne solution? Alors c'est une bonne solution parce qu'il y avait une espèce de concurrence entre le Pentagone qui était déjà reconnu comme zone touristique et qui pouvait ouvrir 7 jours sur 7 et le haut de la ville qui ne l'était pas. Donc, c'était une injustice. Hein. Oui, et aujourd'hui on uniforme les choses et donc ça me semble-t-il, c'est une bonne solution. Mais par contre, c'est évidemment pas suffisant. Parce que ce n'est pas tout d'ouvrir le dimanche. On l'a vu d'ailleurs avec l'expérience qui est menée dans le centre-ville à la rue Neuve, un dimanche par mois. C'est pas encore un gros succès. Non, c'est mitigé. C'est mitigé. Je pense qu'il faut créer toute une série d'animations autour de ces ouvertures le dimanche pour faire en sorte que le chaland et surtout le touriste, vous savez que le gouvernement bruxellois, à juste titre, veut développer le tourisme, pas rien que le tourisme d'affaires, aussi le tourisme de loisirs. Bruxelles n'est pas encore assez perçue comme une ville de shopping. Et quand vous allez aujourd'hui à Londres ou à Paris, pour ne prendre que ces deux exemples, les commerces sont ouverts le dimanche, eh bien, Bruxelles doit être perçue également comme ça. Mais pour ce faire, il faut créer toute une série d'animations et ça, ce n'est pas encore le cas. Mais à Woluwe-Saint-Pierre, vous faites des animations commerciales, nuit des soldes, des illuminations, très bien. Est-ce que vous aussi, vous êtes demandeur dans certaines zones de pouvoir ouvrir le dimanche ? Alors, on n'est pas dans une zone touristique à Woluwe-Saint-Pierre, donc c'est vrai qu'on essaye de faire tout un travail dans les différents quartiers commerçants pour les dynamiser. Vous savez, le commerce, c'est extrêmement important pour Bruxelles. Ce sont 100 000 emplois qui sont occupés tous les jours dans le commerce et dans l'horeca. Et beaucoup de ces emplois sont occupés par des Bruxellois. Donc il faut vraiment travailler sur l'attractivité de Bruxelles, mais dans une commune comme la mienne, on est plutôt en périphérie du centre de Bruxelles, et donc il n'y a pas de nécessité aujourd'hui d'ouvrir le dimanche. Vous êtes plutôt dans ceux qui ont peut-être un peu profité du lockdown, puisque là, les gens allaient moins dans le centre de Bruxelles et préféraient faire leurs courses peut-être tout près de chez eux, et notamment dans ce qu'on appelle une espèce de grande périphérie bruxelloise. Oh, sans doute, et je ne vous cache pas qu'on a aussi profité du piétonnier, puisque moi j'entends énormément de Bruxellois qui, en raison du piétonnier, ne vont plus dans le centre de Bruxelles. Et donc c'est vrai que les quartiers périphériques, les quartiers commerçants périphériques en bénéficient sans doute un peu. Donc merci aux piétonniers et merci au lockdown.
Ben, le piétonnier, moi je ne suis pas contre le piétonnier, bien au contraire, mais ce piétonnier, il a été mal pensé. Franchement, on a fait les choses dans le désordre, sans concertation avec les habitants, sans concertation avec les commerçants. Et aujourd'hui, quand j'entends M. Mayer, je constate qu'il est dans le déni le plus complet. Parce que me dire tous les jours que tout va bien, que le commerce se développe bien, que l'air est plus pur aussi. Que l'air est peut-être plus pur, sans doute, ça c'est peut-être vrai. Mais par contre, quand je vois toutes les actions en justice qui sont aujourd'hui entamées par les commerçants, quand j'entends la perte du chiffre d'affaires que ces commerçants subissent aujourd'hui, et c'est vrai pour les grands comme pour les petits, ben, on peut se poser un certain nombre de questions. Alors on nous dit le piétonnier sera aménagé dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Oui. Ma crainte, c'est qu'il y ait un certain nombre de faillites qui interviennent avant. Et donc aujourd'hui, je trouve que là, du côté de la ville de Bruxelles, on a vraiment mis la charrue avant les bœufs. Alors en matière de charrue avant les bœufs, il y a aussi tous ces grands centres commerciaux qui vont s'installer ou qui s'installent. Il y a Dox, il y a bientôt Néo, on parle de Uplay. C'est tout d'un coup, depuis hier, on apprend qu'il y a un nouveau projet de centre commercial et de loisirs dans les locaux de Renault Vilvoorde. Donc ça va être un centre qu'un agent immobilier propose. Et on est déjà assez proche puisqu'on parle du permis, là. Alors ça, c'est une bonne idée pour le commerce ou plutôt une catastrophe? Oh, c'est la folie la plus complète. Parce qu'aujourd'hui, on a en effet les projets que vous avez cités, Dox au Pont Van Praat, Néo sur le plateau du Hezel, la région flamande qui veut faire exactement la même chose que Néo sur le site de Mechelen-Vilvoorde. C'est déjà pas possible, c'est déjà pas tenable en termes de rentabilité économique. Vous savez, lorsque nous avons fait notre étude pour le développement de Néo, on a estimé, et ce sont des experts qui l'ont fait, qu'il y avait une possibilité d'attirer 1 600 000 chalands qui viennent essentiellement du nord, donc jusqu'à Anvers. Mais vous ne pouvez pas dédoubler ce type d'infrastructure à quelques centaines de mètres de là. Or, c'est ça le projet de Mechelen-Vilvoorde. Et aujourd'hui, on vient encore en rajouter une couche en disant on va sur l'ancien site de Renault, là aussi à quelques dizaines ou centaines de mètres de là, construire un nouveau shopping de l'ordre de 20 à 30 000 mètres carrés. C'est impensable, c'est de la pure spéculation immobilière et à un moment donné, il faut vraiment qu'on mette en place cette communauté métropolitaine qui fait partie de la 6e réforme de l'État, pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, je vois très peu d'avancées, eh bien des problèmes comme ceux-là devraient pouvoir être traités au sein de cette communauté métropolitaine, tout comme les problèmes de mobilité. On a suffisamment parlé du RER. Mais entre-temps, peut-être que Rudy Vervoort et Guy Bourgeois pourraient se parler sur ce problème-là. Ah ben je trouve, et j'espère bien, et j'interrogerai en tout cas le gouvernement là-dessus, que le gouvernement prendra contact avec la région flamande pour dire, écoutez, non, là, stop, ça suffit. De toute façon, il y a une concertation obligatoire pour ce type de projet, mais objectivement, il ne faut pas être un grand économiste pour se dire que certains de ces projets, en tout cas, vont aller droit dans le mur. Alors, en matière de tunnels, c'est une vraie saga. Cet après-midi, nous avons une commission où on va entendre les 3 ministres présidents. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Vous croyez qu'on va avoir des révélations extraordinaires de messieurs Dieudonné, Vervoort et Piquet? Non, je ne le pense pas. Enfin, on verra cet après-midi, mais je pense que les ministres de la Mobilité, Mme Groels et M. Smet, se sont déjà longuement expliqués en commission il y a 15 jours qu'il y a des tonnes et des tonnes de documents qui ont été transmis au commissaire. Et je pense surtout que ce qui importe aujourd'hui pour les Bruxelloises et les Bruxellois, c'est de savoir quand est-ce que ces tunnels vont être réouverts et comment est-ce qu'on va faire pour rénover l'ensemble des autres tunnels. C'est ça la question fondamentale. Moi, j'attends aussi maintenant dans les prochaines semaines qu'on donne des perspectives et qu'on donne un échéancier. Mais sur la responsabilité, juste pour rester encore une minute là-dessus, vous avez été membre du gouvernement précédent. Est-ce que vous assumez une certaine responsabilité collective ou collégiale de ne pas avoir mis suffisamment d'argent sur la table pour l'entretien et la rénovation de ces tunnels? Alors, en ce qui me concerne, c'est particulièrement difficile, puisque c'est vrai que j'ai été ministre pendant 10 ans, mais jamais ce type de dossier n'est remonté au gouvernement.
Donc on n'était évidemment pas du tout dans mes compétences puisque j'exerçais l'économie et l'emploi. Et on ne m'a jamais parlé du problème d'entretien des tunnels. Le seul dossier dont on a parlé au gouvernement, c'est le fameux tunnel Léopold II. Pour le reste, jamais rien. Et aujourd'hui, on se trouve en effet confronté avec des problèmes qui n'ont sans doute pas été décelés ou qui ne sont pas remontés au gouvernement à l'époque. Pas informé, pas responsable. Vous savez, quand on ne dispose pas de l'information, qu'est-ce que vous voulez? Je ne le suce pas de mon pouce. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Pascal Smet annonce ce matin qu'il va y avoir un nouveau tunnel, une boucle supplémentaire pour le tunnel Stéphanie, pour passer, quand on vient de la Porte de Halle, pour aller vers le bois de la Cambre. Alors ça, c'est une bonne idée, un nouveau tunnel au moment où on parle d'en détruire? Ouais. Je pense tout de même que, soyons raisonnables, la priorité aujourd'hui dans cette région, c'est de rénover, d'entretenir et de réouvrir. Je vous rappelle qu'il y a 2 tunnels qui sont aujourd'hui fermés à Bruxelles, Stéphanie et Montgomery. Bon. Et donc d'avoir un plan d'entretien de ces tunnels et de réouverture de ceux-ci. Bon, ça c'est la première chose. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on mène des réflexions. D'ailleurs, c'est une réflexion assez ancienne sur ce tunnel-là, puisque, en fait, il y a déjà une trémie qui existe sous le Goulet-Louise depuis très très longtemps. Certains, à l'époque, d'ailleurs, avaient parlé soit d'en faire un parking, soit d'une boîte de nuit. Enfin, il y a eu toute une série d'idées. Et j'entends Pascal Smet qui revient avec cela aujourd'hui et avec l'idée de faire ce tunnel supplémentaire. Pourquoi pas? Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Et je dirais, la priorité aujourd'hui n'est pas celle-là. Elle est d'abord à entretenir notre patrimoine. Alors, un dernier point qui ne concerne pas la mobilité directement, mais qui concerne le métro. Vous avez interrogé le gouvernement sur ces intrusions intempestives dans le métro. On pense à cette Range Rover qui était entrée jusqu'à la station Gare du Midi. Qu'est-ce qui est fait pour prévenir ces intrusions? Alors c'est vrai que c'était assez cocasse quand on a appris qu'un 4x4 pouvait circuler entre 2 et 3 kilomètres dans le pré-métro avant à un moment donné de devoir s'arrêter. Donc ça pose quand même d'énormes questions en termes de sécurité. Imaginez-vous qu'il soit rentré à un moment donné en collision avec un tram, ou imaginez-vous, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, que cette voiture soit bourrée d'explosifs et qu'à un moment donné elle s'arrête dans une station de métro. Donc inquiétude tout de même de voir qu'on prend toute une série de mesures pour sécuriser nos stations, les militaires, les policiers, mais par contre un véhicule, lui, il parvient à rentrer comme ça pendant 8 minutes avant que quelqu'un n'intervienne. Bon. Et donc j'ai interrogé le gouvernement à ce sujet-là. Monsieur Smet m'a dit qu'il prenait un certain nombre de mesures pour installer des caméras automatiques et des caméras intelligentes. C'est une excellente piste. Et aussi la mise sur pied d'obstacles physiques pour que ce type, évidemment, de gros incidents ne puisse plus se produire. On ne mettra pas de militaires devant les tunnels de pré-métro ou de métro? Ça me semble difficile, mais il y a toute une série de moyens pour sécuriser maintenant ces entrées et que ce type d'événement-là ne se reproduise plus. Vous trouvez globalement, quand vous voyez la gestion du gouvernement, dont vous ne faites pas partie, mais vous êtes quand même dans la majorité, c'est un bon gouvernement, un meilleur gouvernement que le précédent? Vous savez, chaque gouvernement a ses qualités et ses défauts, mais je trouve que ce gouvernement-ci avance sur toute une série de dossiers, notamment en termes de développement urbain, avec ce travail sur les zones prioritaires de développement de la ville. Ce sont des enjeux considérables. Donc je trouve qu'il avance vraiment dans le bon sens. Il y a eu aussi les investissements qui ont été décidés dans les transports en commun, et je pense au métro. Enfin, et ça, grâce à Belléris, oui. Oui, mais ça, nous n'avions pas été capables de le faire lors des gouvernements précédents parce qu'il n'y avait pas une union politique pour se dire que la priorité devait être réservée au métro. Ce gouvernement-ci le fait, et ça, je trouve que ça va vraiment dans la bonne direction si on veut à un moment donné opérer un changement modal, de transport modal chez les Bruxellois et les Bruxelloises. Benoît Serex, merci et à demain pour une autre interview.